Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de rejoindre notre atelier sur l'ingénierie actuarielle. Donc, Élie Basquin, qui est géographe, Maud Thomas, que tout le monde connaît, actuaire, enseignante-chercheur, et moi-même, Florence Picard, je suis actuaire. Nous allons vous présenter un exemple de démarche pluridisciplinaire. Ça fait tout à fait suite à ce qui a été dit ce matin dans la table ronde sur casser les silos, se mettre ensemble pour aborder les problématiques, comprendre les risques. On est tout à fait dans ce sujet, se mettre ensemble pour comprendre les risques dans les situations, je ne dirais pas extrêmes, parce que le mot extrême, pouf, tout de suite, ça tire théorie des extrêmes, et, qui est incarnée par Maud. Donc, dans cette situation où on n'a pas de données, et là, celle qu'on va vous présenter, on n'en a franchement pas, parce que ça ne s'est jamais produit. Et donc, on est confronté de plus en plus à des situations où on a peu de données, ou même quelquefois on n'en a pas. Il faut quand même avancer. Donc, voilà une démarche qui est présentée d'ingénierie actuarielle. Alors, je vais faire un peu de pub pour notre groupe de travail qui s'appelle « Anticiper en univers incertain ». C'est un groupe de travail qui a été mis en place en fin 2002 et qui s'est donné des ambitions que vous voyez là. On a d'ailleurs avancé sur ces ambitions. Nous sommes à la veille de remettre un rapport intermédiaire sur ces questions-là. Et donc, on aborde différents sujets, dont notamment l'IA générative, où la plupart les gens ne s'attendaient pas à ce que ça sorte si vite, gratuit, accès à tous, qui est sorti un mois après la mise en place de notre GT. Et donc, on s'y consacre. C'est notamment des gens comme Nicolas Maresco, Pierre Valade, etc., qui sont particulièrement porteurs dans notre groupe de travail. Notre groupe de travail est très divers en âge, en domaine. Il y a des assureurs, il y a des réassureurs, il y a des courtiers, il y a des financiers, il y a des chercheurs. Donc, et on peut dire que c'est plutôt sympathique et stimulant. Donc, si le sujet de anticiper vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, comment... Il y a une chose importante pour la pluridisciplinarité, ça y est, je l'ai sorti, c'est d'une part... comprendre le risque, ça nécessite de partager avec les experts qui connaissent le domaine, et puis travailler ce risque, trouver les bonnes données, etc., et puis les traiter, ça nécessite aussi des partages de compétences, et vous verrez que, par exemple, des numériciens peuvent apporter aux actuaires une capacité également à traiter des données. Donc, c'est à la fois pour comprendre le risque, collecter des données, et puis construire les bases de données du futur, celles dont on a besoin, et qui seront adaptées aux actuaires. Parce que si chacun construit sa base de données, chacun dans son coin, la manière dont les choses sont structurées ne permettra pas forcément d'avoir tous les éléments comme les actuaires en ont besoin pour dégager les caractéristiques essentielles, les variables les plus pertinentes. Donc là, le risque qui va être présenté, c'est le risque de tsunami dans le nord du Maroc. Donc, vous voyez que il s'attaque à quelque chose de ardu et de totalement inconnu. Donc là, il s'agit de géographes et de spécialistes de tsunami, mais aussi d'autres compétences. Je tiens à vous signaler que cette étude a fait l'objet d'un article académique pluridisciplinaire dans lequel, bien sûr, Élise et Maud sont co-signataires. Je vous passe la parole, je passe la parole à Maud sans plus attendre. Merci Florence. Donc avant d'attaquer vraiment le sujet, je suis plus petite que ce qui est prévu, évidemment.
Donc, en fait, on voulait d'abord parler un peu des méthodes qui existent pour les nouveaux risques, et notamment des risques où on a peu de données. Mais donc, une des façons, la première idée naturelle qui vient, c'est d'adapter et de généraliser les modèles qu'on connaît déjà. En fait, donc par exemple, si je prends des modèles type de régression, en fait, genre modèle linéaire généralisé ou les GAMS ou les modèles de Lee Carter, je peux me dire, par exemple, si je veux regarder l'impact du changement climatique sur la mortalité, je vais prendre des données sur le changement climatique, je vais les intégrer dans mon modèle et je vais bien voir l'impact que ça a. Bon, ça nécessite déjà d'avoir des données sur le changement climatique. On a plein de choses sur le climat, mais il faut savoir lesquelles, comment je les prends en compte, qu'est-ce que je mets. Mais en fait, quand on a peu de données, peu voire pas du tout de données, qu'on a peu d'historique sur le risque, ça devient un peu compliqué d'utiliser ce type de modèle. Et alors évidemment, ce qui vient aussi naturellement à l'esprit quand on a peu de données, c'est de faire de la statistique bayésienne et donc de prendre en compte l'avis des experts. Une chose qui est assez difficile en fait quand on fait ça, c'est que c'est pas simple du tout de traduire un expert qui va pas nous dire le paramètre, sa loi a priori c'est ça. Il va nous donner une information sur le risque lui-même, éventuellement sur par exemple le coût, et en fait il va falloir traduire ça dans un modèle de type bayésien et ensuite être capable de faire les maths et éventuellement le côté computationnel et d'en sortir une information. Donc ça existe, c'est ce qui est fait, mais il y a un vrai travail de modélisation à faire et éventuellement de maths derrière pour pouvoir prendre ça en compte. Ensuite, quand on veut prédire des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant, et notamment type événement extrême, évidemment, ce qui vient à l'esprit, c'est la statistique des valeurs extrêmes. Donc ça permet de prédire des événements plus extrêmes et plus sévères que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en utilisant le passé. Donc il faut quand même avoir des informations sur le passé, mais on peut aller au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc par exemple, imaginer un été plus sec que celui de 2022. Donc ça, évidemment, il peut aussi y avoir des cas où on n'a pas de données, et la statistique bayésienne est aussi utilisée en théorie des valeurs extrêmes, donc on peut évidemment lier les deux. Donc ça, c'est un peu des méthodes qui existent déjà et qu'on peut être amené à utiliser. Ensuite, et je pense que c'est là où il y a une vraie richesse, mais ce qui est aussi très difficile, parce que quand on dit richesse, ça veut dire qu'on a un énorme catalogue et il faut être capable de savoir où choisir et quelle méthode choisir. Mais en fait, on a plein d'autres disciplines, notamment en recherche, qui travaillent sur ces risques-là et qui ont, eux, une vraie expertise. Alors, il y a deux façons de faire. Soit j'utilise leur méthode et je la tords un petit peu pour l'adapter à mon risque. Donc, par exemple, il y a des modèles épidémiologiques type SIR, donc maintenant tout le monde connaît avec le Covid. Donc ça a été utilisé, par exemple, en cyber pour faire des scénarios sur une cyberpandémie. Mais on peut aussi travailler avec des projets pluridisciplinaires comme celui qui arrive là. Et en fait, c'est qu'on a mis tout le monde ensemble et chacun apporte ses compétences. Et ça nous permet en fait de travailler ensemble. Alors évidemment, il y a d'autres difficultés et qu'on ne parle pas tous le même langage et qu'il faut arriver à se mettre tous ensemble. Donc le projet dont on parle ici, il s'appelle ALARM. Donc c'est l'évaluation des aléas fonds marins et analyse des risques en mer Méditerranée. Donc là, vous avez un peu toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Donc donc en fait, c'est interne à Sorbonne Université. Et donc il y a à la fois la faculté des sciences et à la fois la faculté des lettres qui sont intervenues ensemble. Et donc ça a commencé en fait avec les géologues. Donc c'est les géologues en fait qui sont porteurs de ce projet et qui sont allés chercher donc des statisticiens, en l'occurrence moi, et des numériciens. Et donc là, on s'est d'abord intéressé au glissement de terrain sous-marin, qui, quand il y a... Élise vous expliquera ça, mais quand du coup il y a un glissement de terrain, ça peut provoquer ça provoque un déplacement de masse, éventuellement un déplacement d'eau, et donc une vague, et donc un tsunami. Et donc, évidemment, pour tout ce qui est sur le littoral marocain, parce que donc, ça se passe du coup sur le littoral marocain, mais ça, Élise vous expliquera exactement pourquoi. En fait, du coup, les géographes aussi sont là sur tout l'aspect, en tout cas sur le littoral, et ensuite ce qui va porter sur l'étude de la vulnérabilité, comment sont les côtes, comment l'eau va s'infiltrer, etc. Et donc là, on a vraiment mis plein de forces ensemble, et donc le but, c'est que vraiment, on a besoin de chaque pierre pour pouvoir vraiment écrire l'article. L'article, on a eu besoin de tout le monde
Bon, Élise a beaucoup travaillé dessus, c'est l'article de sa thèse. Mais voilà, en tout cas, là, l'idée, c'était que si on enlève un bout, le projet, il ne marche pas. Et en fait, on a vraiment été chercher... là, c'est les géologues qui avaient besoin des numériciens et des statisticiens pour travailler ensemble. Et le truc qui est intéressant, c'est que les numériciens et les statisticiens, on est tous des mathématiciens, mais moi, je suis incapable de faire ce qu'ont fait les numériciens, et voire même comprendre leur modèle, ça me demande quand même un certain travail. De la même manière que de comprendre la géologie, ça me demande du travail. Donc même au sein de la même discipline, il y a des sous-disciplines, et c'est important de les mettre ensemble. Et on n'apporte pas la même chose dans le projet. Et donc, je vais laisser la parole à Élise. Moi, j'interviens un peu comme le dernier maillon de cette chaîne de chercheurs, puisque je m'intéresse à finalement l'interface homme-milieu entre l'aléa de tsunami et ce qui peut se passer sur la côte marocaine. Alors, un risque de tsunami en mer Méditerranée, parfois, ça interroge un peu. Les gens se demandent si c'est une réalité. Alors, il se trouve que l'année dernière, en 2023, à la conférence des Nations Unies sur les océans, l'UNESCO a fait 2 annonces. La première, qu'un programme de prévention sur les tsunamis serait étendu à tous les littoraux mondiaux, dont le littoral méditerranéen. Et la deuxième annonce, c'était qu'il y aurait une probabilité proche de 100% qu'un tsunami avec une vague de plus de 1 mètre puisse toucher les littoraux marocains, les littoraux méditerranéens et potentiellement ceux marocains. Et donc le risque de tsunami dans le bassin méditerranéen, ce n'est pas un risque complètement inconnu. Il y a des pays comme la Grèce, l'Italie ou la Turquie qui ont déjà expérimenté ce genre d'événement. Mais on peut quand même se demander, est-ce que finalement on peut généraliser l'affirmation de l'UNESCO à tout le bassin ? Alors il se trouve que la mer Méditerranée, c'est un bassin, mais qui a des contextes géologiques qui sont très différents selon les régions qu'on va regarder. Alors ici, on se trouve en mer d'Alborand, donc qui est le sujet principal du programme Alarme. Si vous regardez bien, il y a 2 grandes flèches, une en haut et une en bas, qui caractérisent la convergence des 2 plaques tectoniques qui se trouvent ici, donc la plaque nord-africaine et la plaque eurasienne. Et cette convergence, elle se traduit par une sismicité qui se produit dans le bassin, qui est notamment plus importante dans le sud du bassin. Le Maroc a déjà expérimenté ce genre d'événement, et notamment en 2004 avec le séisme d'Al Hoceima, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait entraîné plusieurs centaines de morts et des milliers de délogés. Donc ils sont habitués au phénomène sismique, mais pas tellement au phénomène de tsunami, parce que c'est un phénomène sur lequel on a très peu de recul, finalement, on a peu de données. Donc il peut se produire soit à la suite de déplacements de failles, qui sont des failles décrochantes latérales qui se situent par là, au nord-est du bassin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les glissements sous-marins que les géologues sont allés inspecter dans cette zone-là, puisque c'est là où la sismicité elle est la plus importante. Donc finalement, c'est là où l'instabilité des couches sous-marines serait la plus importante et donc aurait induit des glissements. Bon, bingo, ils ne se sont pas trompés, puisqu'ils ont identifié 66 glissements sous-marins qui se seraient produits au cours du Quaternaire. Alors le Quaternaire, c'est une ère géologique qui a débuté il y a 2,6 millions d'années. Donc on pense à ces données sur un temps très long. On n'est pas en capacité aujourd'hui d'établir une fréquence, une occurrence sur ces glissements-là, ce qui est un vrai problème, puisque du coup, on a du mal à anticiper ce qui peut se passer par la suite. En revanche, on est en capacité d'établir un peu des seuils d'intensité sur ces événements, puisque si vous le voyez, on a des glissements si vous observez la carte ici, on a des glissements qui sont plus petits et d'autres plus importants. Alors, il se trouve que dans la mer d'Alborand, la profondeur est relativement assez faible, et donc l'énergie qui est libérée lors d'un glissement sous-marin, elle est directement répercutée sur la masse d'eau. Donc on sait que ces glissements ont très probablement entraîné des tsunamis sur la zone. Et on a quelques traces historiques ou témoignages historiques qui supposeraient que ce type d'événement ait été enregistré par le passé. Alors le plus vieux, il date de 1522. Donc ici, on a 8 événements qui auraient touché le littoral nord marocain.
Mais 8 événements, ça ne nous permet pas d'établir cette probabilité d'occurrence non plus. Donc finalement, on travaille effectivement avec peu de données. Et au travers de la pluridisciplinarité du programme Alarme, finalement, on arrive à imbriquer des éléments qui nous permettent de se projeter. De se projeter, pourquoi ? Pour analyser finalement la vulnérabilité de la population du Maroc face à un risque, voilà, sur lequel on a peu de regard. Donc alors la barre n'est pas bien placée, elle devrait être un demi-centimètre à droite. Mais pour qualifier l'intensité de ces glissements, on a utilisé la base de données que les géologues ont mis au point après leur campagne en mer lorsqu'ils ont identifié les glissements sous-marins. Et je vais laisser Maud en dire 2 mots sur le seuil qu'on a choisi pour qualifier cette intensité. Alors, en fait, pour pouvoir vous expliquer ça, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur ces glissements de terrain, enfin sur les données. Donc, un des premiers, le premier travail, mais en fait c'est le premier gros travail avec les géologues quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'était de mettre au point la base de données, parce qu'en fait ils avaient récolté des informations lors de leur campagne, ou éventuellement ils ont des informations aussi dans des articles académiques, mais il faut arriver à remettre tout ça en place. Et notamment, donc, les glissements de terrain, donc déjà il faut quand même imaginer qu'évidemment ils ne plongent pas, hein, donc ils sont sur leur bateau, ils arrivent à observer des choses, mais en fait ils ne le voient pas vraiment physiquement, donc c'est déjà pas très facile. Donc on sait qu'il y a ces glissements de terrain-là. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà, c'est pas si simple que ça de dire là, je suis sûr qu'il n'y en a pas eu, là, il y en a eu un. Ensuite, par exemple, si je prends le grand là, qui est là, celui-ci, là, le X22, là, par exemple, je ne sais pas si c'est un seul ou plusieurs. Donc déjà, rien que ça, c'est pas facile. Et eux, en fait, ils savent parce qu'il y a des sédiments avec des enfouissements. Alors l'enfouissement, c'est comme ça qu'ils datent, par exemple. Et ce qui est aussi difficile ici, c'est que le temps, et on parle en millions d'années. Donc c'est quand même... voilà. Donc tout ça, ça devient difficile. Donc il y a eu tout un travail. Les variables, un des premiers enjeux, ça a été, on avait fait une grille de la zone. On a dit, là, dans cette case-là, il n'y a pas eu de glissement de terrain. Alors, on a fait cette hypothèse-là, mais en fait, on n'est pas sûr, en fait. Et là, il y a eu un glissement de terrain. Et la capacité, c'est de dire, en fonction des caractéristiques de ma case, est-ce que je suis capable de donner la probabilité qu'il y ait un glissement de terrain ? C'est un modèle logistique tout bête. Vu la qualité des données, je ne vais pas m'amuser à faire un modèle super compliqué. Mais donc, ce qu'il a fallu en discussion entre les géologues et moi, c'est de bien être d'accord que les variables qu'on met pour pouvoir prédire, elles doivent être mesurées avant le glissement de terrain. Donc quand on dit comme ça, nous on dit ah bah oui, évidemment. Oui, mais en fait, eux, ils voient ça, ça s'est passé il y a des millions d'années et ils le voient maintenant. Donc c'est pas forcément évident pour eux de savoir que cette variable-là, elle peut être mesurée avant ou après le glissement de terrain. Donc tout ça, en fait, ça prend énormément de temps et c'est une vraie discussion et un vrai travail. Et une fois qu'on sait, dans cette case-là, j'ai telle probabilité d'avoir un glissement de terrain, donc sachant que j'ai eu un glissement de terrain, est-ce que je suis capable de prédire la survenue d'un glissement de terrain extrême, donc c'est-à-dire dont le volume, qu'on appelle décompacté, mais bon, on s'en fout, le volume soit extrême. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu présenter la théorie des valeurs extrêmes plusieurs fois, trouver le seuil, c'est vraiment donc le seuil à partir duquel, au-dessus, je suis considérée comme un événement extrême. C'est très compliqué à trouver. Il n'y a pas une méthode automatique, il n'y a pas une méthode mathématique qui nous dit c'est celui-ci. Donc il y a des méthodes graphiques, il y a un peu des méthodes qui permettent de consolider, mais on cherche un petit peu à tâtons et on prend le seuil qui nous paraît le plus correct pour que en fait, la théorie des valeurs extrêmes, qui est vraie si le seuil est très grand, en fait, si le seuil tend vers l'infini, nous paraissent raisonnables tout en ayant suffisamment de données. Parce que si je prends un seuil trop grand, je n'ai plus de données. Je vous rappelle, ici, on a 66 glissements de terrain. D'accord ? Donc, j'ai vraiment très peu de données. Et en fait, notamment, ce qui a été pas facile aussi, c'est que, par exemple, pour des personnes pour qui les maths, c'est quelque chose où on dit oui ou non, quand j'ai cherché le seuil et que j'ai un peu tâtonné, en fait, sur certains endroits, c'est-à-dire je pars d'un truc solide théorique, mais ensuite j'ai des données réelles et voilà, il n'y a pas la réponse toute faite. Même pour les géologues, ça aussi, c'est pas facile à comprendre parce que c'est très compliqué d'arriver à s'interpréter soi-même
ah bah c'est celui-là, et on m'a dit que c'était celui-là parce que les mathématiciens ils m'ont dit c'est ça. Et donc même ça, en fait, ça fait partie du dialogue entre les disciplines qui est un vrai travail. Et donc du coup, voilà, le seuil de 0,15 km3 est celui qui semble être le plus adéquat. Et donc après ça, on est capable donc de, dans chaque case, donner la probabilité qu'il y ait un glissement de terrain et qu'éventuellement ce glissement de terrain soit extrême, dans le sens où s'il est extrême, il va potentiellement déclencher un tsunami. Voilà, et je redonne la parole à Élise. Alors nous, cette qualification de l'intensité d'un événement, elle est d'autant plus importante puisque en fait, elle conditionne finalement toute l'évaluation qu'on fait d'un aléa derrière en tant que géographe. Donc de voir dans quelle mesure un territoire est exposé, mais surtout derrière, dans quelle mesure les autorités et les personnes doivent réagir. Donc ça nous permet de calibrer finalement les mesures de prévention, d'adaptation et de protection face à un risque. C'est d'autant plus important puisque sur le littoral nord-marocain, on a des populations bien installées et en fort développement. On a 3 pôles démographiques. Alors vous avez peut-être entendu parler de Nador, parce qu'il y a un projet de grand port commercial et industriel. On a également la ville d'Al Hoceima qui se situe ici. Alors même si la ville est située en haut d'une falaise, donc elle n'est pas ce qu'on appelle directement exposée à l'aléa, en revanche, elle a des enjeux qui sont adjacents. Il y a une plaine agricole juste à sa droite et puis un port en bas de falaise qui, eux, représentent finalement un potentiel d'endommagement face à l'aléa naturel. Et puis on a la plaine touristique de Martil et Tétouan, donc ici, qui est mon cas d'étude dans le cadre de ma thèse, qui est un hub touristique où la population peut doubler entre la basse et la haute saison. Et on y retrouve beaucoup d'enjeux, une grande diversité d'enjeux même, une diversité qui est un peu liée finalement à un environnement urbain relativement classique. On retrouve des commerces, des services d'urgence, de santé, la police, des marchés de proximité, et puis aussi toutes les activités qui sont adjacentes à la vie touristique pour les Marocains qui se rendent ici. Et puis on a aussi quelques enjeux qui, nous, en tant que géographes, nous intéressent particulièrement, puisqu'on considère que c'est des enjeux plus vulnérables, donc qui vont faire face de manière plus importante face à l'aléa. Donc c'est notamment les quartiers informels où les populations sont plus pauvres et l'habitat est plus précaire. Donc ça, c'est un quartier qui se situe ici, qui est juste à l'embouchure de l'Oued et face au littoral. Donc on le verra par la suite, qui est particulièrement exposé aux inondations par tsunami. Donc ce qu'on peut observer aussi sur la carte à gauche, c'est que notre zone urbaine, finalement, elle est particulièrement concentrée près du littoral. Et la zone en rouge que vous voyez ici, elle caractérise finalement ce phénomène d'expansion urbaine qui est en cours dans cette plaine depuis les années 70. C'est un développement qui est rapide, pas anarchique, parce qu'il est pensé par les autorités, mais il n'est pas en adéquation avec les risques auxquels est exposée cette plaine, puisque vous pouvez le voir, la zone en rouge, elle encadre l'oued Martil au sud. Alors il y a eu des travaux de recalibration de cette oued il y a quelques années qui ont été mis en place pour finalement justifier l'urbanisation et la densification de cet espace-là. Donc ça pose problème, ça pose des questions aussi en termes de perception du risque et d'acceptation du risque par les populations locales. C'est d'autant plus important de s'intéresser à cet espace puisque en fait toute la zone floue que vous voyez ici, ce sont tous les espaces où la pente est inférieure à 2 degrés. Donc c'est un espace qui est particulièrement plat, sauf, et peut-être par chance ou peut-être par logique humaine d'anticipation, ici on a une sorte de butte qui se trouve pile à l'endroit de la ville de Martil. Alors pas sur l'ensemble de l'emprise urbaine, mais ça tombe bien. On verra que ça pose quand même d'autres problèmes par la suite. On est sur un littoral qui est sableux, c'est des plages de sable classiques, qui est parallèle au petit trait que vous voyez ici, qui caractérise la bathymétrie, donc finalement la morphologie du sol en mer. Et en fait, plus c'est parallèle, le trait de côte et la bathymétrie, plus ça facilite l'intrusion des eaux. Donc en fait, on est dans un environnement qui, d'un point de vue géomorphologique, est
vraiment propice à l'intrusion des eaux, d'autant plus qu'on a la présence de 2 oueds. Et donc les cours d'eau, c'est souvent des espaces topographiquement bas. Et puis l'eau qui rencontre de l'eau gagne en vitesse, tandis que quand elle va à terre, elle rencontre des obstacles qui vont la ralentir. Donc là où je disais que c'était important de caractériser l'intensité des glissements que les géologues ont observés, c'est que nous, en tant que géographes, ça nous permet de faire des scénarios, donc d'adapter derrière notre analyse et puis les mesures à prendre pour lutter face à cet aléa. Et donc, on a choisi 3 scénarios de glissement, donc un premier de 0,9 km3, un second de 3,8 km3. Alors, on avait gardé cette mesure parce que c'est un glissement qui s'est produit en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1998. Et puis un glissement sous-marin de 9 km3, sauf que Maud l'a mentionné, on a un peu tiré le truc par les cheveux. On a voulu regarder ce que feraient potentiellement les plus gros glissements sur ceux observés, mais on n'a pas de garantie que ça ne soit pas lié finalement au résultat de plusieurs glissements sous-marins. Mais on a quand même voulu tenter l'expérience avec ces 3 scénarios. Et tout l'intérêt du programme Alarme, c'est que on a à disposition des compétences de numériciens qui sont particulièrement importantes pour nous, puisqu'ils sont capables de simuler ce qu'un événement de glissement sous-marin induit sur la mer d'Alboran, depuis le processus de formation jusqu'à l'inondation. Donc ici, vous avez la simulation du glissement sous-marin de 0,9 km3. Alors c'est l'exemple que je vais développer ici, mais je vous montrerai aussi des cartes des 2 autres scénarios. Donc ils sont en mesure de calibrer leur simulation en fonction de ce qui a été observé via les instruments utilisés par les géologues. Et ils sont également, alors ça met un peu de temps en général, voilà, en mesure de simuler la seconde étape finalement d'un tsunami. C'est l'étape de propagation, donc c'est la répercussion de l'énergie libérée sur la masse d'eau locale. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour nos 3 simulations, c'est des événements qui arrivent en dessous de 30 minutes à la côte marocaine. C'est extrêmement rapide, donc ça demande un matériel et un processus de surveillance et d'alerte particulièrement bien calibré, calé, qui n'existe pas encore à l'heure actuelle, probablement du fait parce que ça reste un risque relativement peu connu dans la région, même par les autorités qui se sont un peu préoccupées de la question depuis les années 2010, fin des années 2010. Et puis, il y a la 3e phase d'inondation. Donc ça a été un peu l'apothéose de notre collaboration. C'est donc un article qui présente finalement les méthodes qu'on a utilisées pour estimer l'emprise d'inondation dans cette plaine. Il se trouve que pendant les premiers tests qu'on a eus avec les numériciens, les résultats n'étaient pas concluants, notamment parce que les données qu'on utilise en entrée, donc vous pouvez voir en gris ici, c'est un modèle numérique de terrain. Donc finalement, c'est dans chaque cellule de cette image, vous avez la valeur altimétrique qui est enregistrée. Sauf que dans des contextes littoraux qui évoluent beaucoup, il y a des processus sédimentaires qui viennent modifier le trait de côte, etc. En fait, on arrive parfois avec des données qui présentent des artefacts et qui deviennent un obstacle à ce que la modélisation se concrétise et donne des résultats concluants. Donc moi, en tant que géographe, comme ce travail-là, c'est un peu finalement la clé de voûte de tout le reste, il fallait que je trouve des alternatives à la modélisation hydrodynamique. Et donc j'ai mis en place 3 processus méthodologiques pour me passer de cette modélisation et quand même avoir une idée de ce à quoi l'inondation ressemblerait. Donc j'ai utilisé une méthode qui est utilisée par les organisations internationales, qui consiste simplement à poser une hauteur d'eau sur un modèle numérique de terrain et à regarder ce qui est inondé en dessous. Et puis, de manière un peu plus originale, j'allais dire, on a utilisé les sorties de modèles de propagation. Donc, on a utilisé le volume d'eau qui est déplacé au travers de ces modèles et on les a transposés à la côte, ce qui n'est pas vu dans la bibliographie sur les tsunamis actuels. Alors, on a décidé de décliner ça en 2 options, on va dire. Une méthode hybride, donc qui consiste à identifier un niveau altimétrique entre 0 et X mètres d'altitude.
On regarde ce que ça représente en superficie, on y appose le volume, la valeur du volume issu des modèles de propagation, et on regarde finalement la hauteur d'eau qui nous reste jusqu'à trouver l'emprise spatiale pour que cette hauteur soit complètement, pour que l'eau soit complètement diffusée. Et puis l'autre méthode qui s'appuie sur les volumes, là on a procédé en regardant finalement le volume en dessous d'une hauteur jusqu'à ce qu'il matche le volume qui avait été extrait des modèles de propagation. Donc, avant de passer à la suite, je veux juste rappeler que dans les phénomènes d'inondation, le niveau de dangerosité pour une population, il est atteint très rapidement. Pour un adulte en bonne santé et sportif, la limite, c'est 1 mètre pour pouvoir se déplacer. Et ça, c'est une valeur qui est applicable pour les inondations fluviales. Donc vous vous doutez qu'en cas de tsunami, il y a des embâcles et la vitesse de l'eau est plus importante. Donc cette limite, elle est atteinte d'autant plus rapidement. Et 30 cm d'eau, ça suffit à faire flotter certaines voitures, les plus légères. Donc voilà, on atteint des seuils de dangerosité assez rapidement sur ce type d'événement. Alors, on a appliqué ces quatre méthodes et on a obtenu ce résultat-là pour le scénario de 0,9 km3, du glissement de 0,9 km3. Alors finalement, ce qu'on peut voir sur ce scénario-là, c'est que les 4 emprises, elles sont relativement assez similaires, un peu moindres pour la méthode volumétrique. La seule différence majeure, c'est que le modèle dynamique, qui a fini par montrer ses preuves, parce que j'ai modifié les données de terrain avec tout un tas de cartes topographiques trouvées, en fait, sur ce modèle numérique-là, c'est pas flagrant à cette échelle-là, mais en fait, tout le littoral est inondé parce que c'est le seul modèle qui prend en compte la cinétique de l'événement. C'est celui qui est le plus fidèle à ce qu'un tsunami pourrait créer, puisque les autres modèles, finalement, ils sont statiques. On appose quelque chose à un territoire, mais sans le mouvement qui l'accompagne. Alors, on voit bien que l'OED facilite finalement l'intrusion des eaux. Donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement les zones topographiquement basses sont les plus exposées et on atteint des hauteurs d'eau inférieures à 0,5 par endroit, mais qui peuvent atteindre 0,5 mètres, voire 1 mètre dans d'autres. Et en fait, plus on se rapproche de l'OED, plus la hauteur d'eau est importante. Donc ça, c'est les résultats du premier scénario. On peut voir que la ville en elle-même, si on se rappelle de l'emprise urbaine qui est à peu près ici, elle est plutôt épargnée dans ce scénario. En réalité, c'est bien la zone prévue à l'aménagement qui, en fait, ici, apparaît comme inondée. Donc, ça pose des réflexions sur l'envie à prolonger ce programme d'urbanisation, ou en tout cas à l'adapter face aux résultats qu'on peut observer ici. Donc ça, c'est la comparaison de nos 4 emprises. Et donc voilà, on voit que finalement, la plaine, elle est inondée, mais surtout au niveau de l'OED. Mais quand on passe au scénario de 3,8 km3, on passe sur quelque chose qui apparaît beaucoup plus catastrophique. Et c'est normal, puisque l'emprise d'inondation en kilomètre carré, elle triple, notamment pour les 3 premières méthodes qu'on a utilisées. La méthode volumétrique, elle donne toujours des emprises plus petites, mais c'est parce que dans cette méthode, l'eau va se placer dans tous les petits recoins du territoire. Ce qu'on peut voir ici, et c'est ce que je vous donnais la piste tout à l'heure, c'est que finalement, ça sert à la communauté de s'être installée sur cette petite butte, puisqu'elle semble plus ou moins épargnée. Le problème, c'est que quand un territoire est entouré d'eau, il en devient isolé. Et donc, ça complique l'acheminement des secours et même l'évacuation des populations. Donc, voilà pour le scénario de 3,8 km3. Et puis, bon, pour faire peur un tout petit peu, c'est le scénario de 9 km3, où là, on a des emprises beaucoup plus catastrophistes, puisque en fait, la zone de
de la plaine est totalement inondée, sauf encore une fois avec le modèle volumétrique. Et puis on a des hauteurs de run-up qui peuvent atteindre 14,48 mètres. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le run-up, c'est finalement l'altitude maximale qui sera atteinte par le tsunami. Ça ne veut pas dire qu'il y a 14 mètres de hauteur d'eau, mais ça veut dire qu'en altitude, il atteint 14 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, je pense que ça correspond à ce point-là. Donc voilà. Si je reviens sur le premier scénario, je vous ai dit que finalement, la plaine, elle était peut-être épargnée par le phénomène, ou en tout cas protégée un petit peu. Et en fait, c'est lié à deux phénomènes. Les petites taches jaunes que vous voyez ici, ce sont ce qu'on appelle des barres subtidales, qui sont des formations bathymétriques et qui agiraient un peu pour atténuer l'effet des vagues. Et à gauche, vous avez un profil topographique de la plage de Martil. Donc finalement, on regarde comment l'altitude varie du point le plus bas au point le plus haut de la plage. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'en 90 mètres de long, on passe de 0 mètre d'altitude à 3 mètres d'altitude. Donc on a un petit effet de mur qui finalement protège plus ou moins les tsunamis. Comme on travaille sur des scénarios extrêmes, ces protections-là, finalement, on le voit bien au travers de nos scénarios, elles sont vite franchies. Mais bon, elles existent, mais elles existent pour l'instant, et sauf que c'est une zone où on extrait beaucoup le sable pour la construction de bâtiments, et donc ça modifie tout l'équilibre sédimentaire et ces deux paramètres de protection naturelle. Donc voilà, tout l'intérêt du programme Alarme, c'est justement de pouvoir mener à bien ce travail d'analyse depuis l'aléa jusqu'à la vulnérabilité face à un phénomène naturel. On a peu de regard dessus, mais à travers l'expertise de chacun, on arrive finalement à avoir quelque chose de concret sur lequel on peut travailler, des outils, notamment la cartographie de l'inondation, qui derrière sont utiles pour les gestionnaires, mais aussi pour les populations qui, à travers cette vision de l'aléa, peuvent se sensibiliser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque ça reste un risque inconnu. Et je vais laisser Maud ajouter les mots de la fin. Donc évidemment, le mot de la fin, c'est rejoignez-nous. Mais ça c'est évidemment, c'est ce que Florence vous a dit au début. Donc, les problématiques en fait qu'on aborde dans le groupe de travail, ça reflète vraiment des projets en cours, et notamment on se base beaucoup aussi sur des mémoires, donc c'est d'actuariat, donc c'est des choses qui sont totalement considérées dans les compagnies d'assurance et autres, mais du coup c'est vraiment c'est des projets concrets, c'est-à-dire c'est pas dans le groupe de travail, on part pas juste d'un sujet qui nous intéresse parce qu'il nous intéresse, c'est qu'on part de sujets vraiment concrets. Et donc, on parle beaucoup des différentes variétés de méthodes utilisées et des idées. Donc, on laisse par exemple la parole aux experts. On a vraiment cette intention de faire intervenir des experts de différentes disciplines parce que, en fait, sur ces risques-là, je pense que vous êtes convaincus, ils ont une expertise sur les risques qu'on n'a pas. Et ils savent faire des choses et des méthodes qu'on n'a pas. Et donc, il faut aller chercher cette connaissance et ces forces vives dans les autres disciplines. Donc, il faut unir les forces et les disciplines. Il faut aussi, ça c'est un peu un autre sujet, mais il faut aussi unir les données, à un moment donné, pour mettre les choses en commun. Et donc, j'ai fini par financer la recherche utile à la société. Ce qu'on ne vous a pas dit au tout début, c'est que ce projet-là, il marche parce qu'il a été financé. Donc ça a commencé par un financement au niveau Sorbonne Université, et puis en fait après ça a été financé par un projet national par l'ANR, donc qui s'appelle Alabamar, c'est Alarme mais un peu plus gros. Et par exemple la thèse d'Élise, elle est financée par ce qu'on appelle l'Institut de l'Océan, qui fait partie de l'Alliance Sorbonne Université. Mais donc, en fait, ces projets-là, ils marchent parce que c'est pas donner de l'argent pour donner de l'argent, mais il faut bien que, d'une, on puisse financer des thèses ou des postdoctorats. Il faut pouvoir financer les campagnes en mer, ou par exemple, Élise qui va sur le terrain pour aller récupérer des informations. Et même l'Institut des actuaires a un petit peu contribué sur ce projet-là. Et on a pu, par exemple, financer des projets, des stages, et notamment parce que, donc, si je reviens un tout petit peu en arrière... ces données, je suis allée trop loin. Là, en fait, c'est qu'il fallait, même par exemple, si je me place vraiment d'un point de vue actuariel, si je veux comprendre l'impact économique que va avoir mon tsunami sur la plaine, il faut que je sache quel type d'infrastructure, les populations, etc., qu'il y a
et même par exemple en termes de diversification du risque, il faut que je sache ce qu'il y a sur la plaine et sur les côtes. Et donc, en fait, mais ça, c'est pas juste en allant chercher sur Internet où est placé l'hôtel. Ça fait partie de... c'est tout un truc de recherche et il faut aller sur le terrain, récupérer des informations éventuellement à différentes informations, sur différents articles, aller regarder. Et donc tout ça, voilà, il faut que ça soit financé. Donc ça, c'est l'appel un peu à la fin. Mais c'est pas un appel, mais c'est pour dire que ces projets-là, ils marchent parce qu'ils sont financés. Et que d'ailleurs, c'est comme ça que le projet a commencé. C'est que pour un projet au niveau Sorbonne Université, les géologues sont allés chercher les forces vives à Sorbonne Université. Et c'est comme ça qu'on finit par travailler ensemble. Voilà. Ça, c'est vrai dans tout projet pluridisciplinaire. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Vous avez sûrement des questions. Je rebondirai juste sur un petit point, c'est les mémoires. En fait, moi, je suis membre du jury. Je peux vous dire qu'il y a des mémoires d'actuariat, beaucoup en ce moment, qui sont extrêmement intéressants, qui émanent donc des besoins des sociétés d'assurance. Alors, c'est bien sûr pas aussi complet que ce qu'on vient de voir, mais il y a vraiment, en plus petit, des choses de très, très grande qualité qui sont faites dans les mémoires. Et ça donne vraiment une vision très positive de la façon dont les assureurs se mettent à prendre en compte les risques nouveaux, donc les risques climatiques, les risques épidémiologiques, l'impact sur la santé, de la pollution, etc. Et puis également le risque cyber. Donc là, on a vu des experts, des grands, mais même plus petits et au niveau des compagnies d'assurance, pour un jeune actuaire, il y a des choses passionnantes à faire en actuariat sur ces sujets. Mais vous avez sûrement des questions, donc à vous la parole. Voilà, il y en a une là. Merci beaucoup pour votre présentation très claire. J'ai compris que votre modèle, effectivement, s'appuie sur un modèle numérique de terrain, donc essentiellement sur la topographie. Je voulais savoir dans quelle mesure vous aviez pris en compte, ou si vous aviez pu le prendre en compte, l'effet de frottement et de ralentissement de la vague de tsunami lorsqu'elle arrive sur le terrain, à cause de la végétation, des constructions. Alors, je ne connais pas la plaine de Martil. Peut-être qu'il y a très peu de végétation et que le problème ne se pose pas, mais savoir comment vous avez pu avoir un modèle. Le problème se pose s'il y a des bâtiments déjà. Donc non, en fait, justement, le modèle numérique de terrain qu'on avait à l'origine, il prenait en compte une partie des bâtiments, mais pas toute l'emprise. Et donc, on s'est dit qu'on allait s'affranchir de tout ça, remettre tout à plat à partir de mesures de cartes topographiques. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, on s'est dit, est-ce qu'on rajoute une mesure de frottement ou pas ? On avait déjà tellement de doutes vis-à-vis de la construction de ce MNT qu'on s'est dit qu'on n'allait pas rajouter du doute là-dessus. Mais ça fait partie des points d'amélioration dans le futur. En fait, le code qu'ils ont développé, les numériciens, il est compatible avec l'addition d'un effet de frottement. Donc ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra. Une autre question ? Oh, lâchez-vous, hein, vous pouvez... Oui, voilà, il y a une question là-bas. Moi, j'ai une question, pardon. Enfin, merci pour la présentation, sur le passage, la transition de ce modèle vers les conséquences économiques. Comment est-ce qu'on traduit ça en conséquences économiques pour la ville ? Est-ce qu'on va prendre en compte le revenu moyen, les constructions, etc. Oui, mais ça, oui, c'est ça qu'il faut faire, et notamment parce que là, je disais, on sait qu'il y a un hôtel à tel endroit, mais après, il faut savoir combien l'hôtel, les dégâts. Et ça, après, il y a toute une partie sur le bâti, sur la population, donc oui, il y a tout, voilà, et ça, c'est encore une autre pierre à ajouter, et notamment, c'est ce qu'on avait, en fait, on avait commencé à faire avec notamment le stage en géographie où on a récupéré une partie des données, que Élise continue en allant sur le terrain. Récupérer les informations. Mais en effet, c'est encore une autre pierre à ajouter à l'édifice. C'est d'arriver à quantifier ça d'un point de vue coût
Et même notamment, en fait, il y a plein de questions, même au niveau juste population. Et oui, ça fait. Et puis, comme disait Élise, c'est qu'il y a des parties où c'est des quartiers plus pauvres. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue vulnérabilité, ils sont vraiment plus vulnérables. Mais par exemple, si on parle juste du coût du bâtiment, comme les bâtiments sont plus fragiles, ils vont peut-être tomber plus vite, mais ils coûteront peut-être moins cher. Donc, il y a toute cette question-là, et c'est en effet une pierre à ajouter encore dans la suite. Et du coup. Je vais juste rajouter quelque chose. En fait, moi, c'est le cœur de mon travail, en réalité. Le travail sur l'aléa, il est venu parce qu'il y avait encore beaucoup de questions à régler, donc il a fallu que je m'y mette pour pouvoir faire la suite. Mais le cœur de mon sujet, c'est effectivement d'évaluer la vulnérabilité de la ville. Et je reviens de mission de terrain de 15 jours sur place, où j'ai arpenté toutes les rues de la ville et pris en photo tous les commerces qu'il y a. Mais il y a un gros enjeu, c'est que beaucoup de l'économie locale est informelle. Donc on a beaucoup de locations qui se font simplement en agitant des clés en bord de route. On a des boulangeries qui se font au fond d'un garage. Comment on quantifie tout ça? C'est un peu la difficulté. Donc il y a encore des zones d'ombre à éclairer. En Europe, on a quand même plus d'informations sur... avec des administrations fiscales qui sont dotées également. D'autres questions? Oui. Là, merci beaucoup pour la présentation. Là, on parlait coûts et sur la fréquence, on a dit que c'était j'ai compris que c'était compliqué à chiffrer, mais si là, ça peut alerter sur le volume ou le coût vraiment d'un sinistre, mais après, quelle est une estimation du retour sur la survenance d'un sinistre? Ouais, en fait, du coup, avec la théorie des valeurs extrêmes, les volumes là, qu'Élise a présentés, les 3 scénarios, ils ont des probabilités associées à ces trucs-là. Je me souviens plus, ils sont dans l'article. Évidemment, plus le volume est important, plus c'est faible. Mais on a associé des probabilités à ces événements-là. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces probabilités-là, elles ont une incertitude dans leur estimation due à la qualité des données. Parce que, donc, on a mis la probabilité sur le volume du glissement de terrain, parce qu'après, c'est du numérique, donc c'est du déterministe, en fait, il n'y a pas d'aléa. Mais en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Déjà, rien que sur, quand je prends ma régression logistique, de savoir est-ce qu'il y a glissement de terrain ou non. Mais déjà là, en fait, les données ne sont pas très solides parce qu'on a peu d'informations. Et d'ailleurs, ça, c'est un travail des géologues actuellement parce qu'ils ont réussi à récupérer des données côté Maroc, en fait, où il y a plus d'informations. Et donc, on revient encore au partage et au côté union des forces. C'est qu'ils ont réussi maintenant à avoir une base un peu plus solide. Et en fait, on pourrait intégrer dans les modèles le fait que, par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas de glissement de terrain, en fait, on ne sait pas s'il y a un glissement de terrain et on rentre dans d'autres modèles avec des données incomplètes. Mais en fait, comme on a peu de données, c'est toujours un peu compliqué de faire la part des choses. Donc, on a associé des probabilités pour aller au bout des choses, mais il y a une incertitude sur ces probabilités-là qu'il va falloir compléter après. Mais donc, en effet, les vagues, on a la probabilité, le temps et le volume qui arrivent sur les... Enfin, on a dans l'article, en fait, voilà. C'est ça, on a ça au final. Mais j'ajoute aussi quelque chose sur ça. Mais c'est que la marge de progression, elle est énorme, en fait, parce que c'est une région qui a été un peu sous-étudiée par rapport au littoral atlantique marocain. Donc, en fait, il y a un intérêt, notamment de la part de chercheurs espagnols, qui s'est plus ou moins initié et en même temps développé en parallèle de celui des géologues impliqués dans le programme. Donc, en fait, il y a du monde qui travaille là-dessus et on va avoir peut-être plus d'éléments de réponse dans le futur, probablement plus de campagnes en mer qui apporteront plus de données pour enrichir la base. Et donc, voilà, on va dire que le travail qu'on fait, c'est un peu les prémices de l'analyse des tsunamis dans cette région-là de la Méditerranée. Donc déjà qu'on arrive à avoir tout ça, c'est énorme. Enfin, pour nous, en tout cas, ça l'est. Ce sont des aides à la décision parce que les politiques publiques ou les assureurs ont à agir. Et donc, bien sûr qu'il y a des incertitudes, des hypothèses, mais ça permet aux êtres humains d'envisager l'avenir, d'agir pour l'avenir,
certes, tout ça, comme ça a été dit, ça va s'améliorer, ça va se préciser. Mais l'important, c'est qu'on agisse, qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Et même si la décision ne sera pas comme nous, actuaires, jusqu'à maintenant, on a l'habitude, parce qu'on avait des données très précises, tout ça, on pesait ça de façon fine. Là, c'est plus le même exercice. Hein, c'est trouver avec le peu de données ou des données déjà imprécises, etc., faire tout ce qu'on peut comme travail pour fournir aux décideurs des scénarios, on n'est pas obligé d'en fournir qu'un, et qui leur permettent de prendre des décisions. Et là, par exemple, pour l'urbanisation du sol, finalement, ils ont un outil d'aide à la décision. Donc, bon, nous, au milieu du XXe siècle, il a fallu assurer les vols commerciaux en aviation. Ils n'avaient pas de statistiques, hein, ils se sont lancés, les assureurs se sont lancés. Donc là, on est un petit peu dans la même situation. Et c'est l'actuaire doit se débrider un peu. Hein. C'est pas désagréable finalement. Enfin, moi je trouve, on est en incertitude, mais on s'amuse quand même pas mal. Et puis on échange. C'est un plaisir aussi de travail collectif. Qui est très plaisant parce qu'on y met de l'humain dans un monde qui n'a pas toujours beaucoup d'humanité. Donc c'est pas mal de voir que l'intelligence collective, elle peut... Alors là, dans d'autres sujets par rapport à l'IA générative, l'intelligence collective, elle est quand même super. Hein. Voilà, c'est un autre sujet. D'autres questions Oui, encore une... Franck. Oui. Parce que justement, comment sont perçus vos travaux localement et est-ce que des actions justement, sont envisagées à la suite de vos travaux localement? Comment c'est perçu au Maroc? Oui. Tu veux dire Oui, au Maroc, oui. Je pense que ma tête en dit long. C'est compliqué. En fait, le dialogue de base est souvent très ouvert à l'origine. Il y a une étape où on nous ouvre les portes, on nous écoute, et puis jusqu'au moment où on arrive avec justement des sorties de modèles, et où ils hallucinent un peu, ils se disent mais jamais ça n'arrivera. Je pense qu'il y a aussi une sorte de fatalisme culturel, c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu, si ça arrive, on l'acceptera. Et donc c'est un peu un discours à double niveau, j'ai envie de dire. C'est que moi, je leur transmets une information, mais ils m'en transmettent une autre. C'est que dans leur projet, c'est pas la priorité. Donc, voilà. Mais ça fait partie des difficultés aussi dans ces types de projets. C'est qu'il y a le dialogue entre ce que fait Élise et ce que je fais moi, par exemple. Et c'est pas si facile que ça de comprendre ce que fait l'autre parce que c'est pas notre discipline. Et ensuite, il y a encore l'étape d'après qui est de parler avec les décideurs. Et en effet, voilà, parce qu'en fait, s'ils sont fermés, il faut arriver à amener les choses pour que... Et ça fait en plus partie de ce... Voilà. Mais c'est un peu aussi le but du groupe de travail, c'est que justement, c'est aussi un but de faire, de montrer que même dans la communauté actuarielle, il y a des modèles où il va falloir qu'on change parce qu'on ne peut plus faire de la même façon. Et qu'en effet, il faut peut-être aller chercher des... Bon, c'est déjà fait dans des domaines, mais c'est vrai que voilà, sur le changement climatique, l'impact du changement climatique d'un point de vue santé publique, en fait, il y a plein de gens qui travaillent dessus en épidémiologie et il faut aller leur poser la question plutôt que nous de réfléchir tout seuls. Parce qu'en fait, et eux, inversement, ils ont peut-être besoin parce que nous, actuaires, on a des informations. Je voulais dire peut-être que des assureurs ont des données que les épidémiologistes n'ont pas et des informations que des épidémiologistes n'ont pas et auront besoin du complément. Mais ça fait partie pour moi de la difficulté aussi. Mais pour prolonger ta question, ce qui ressort vraiment de nos réflexions, c'est l'importance des comportements humains. Ça a d'ailleurs été dit ce matin à la table ronde.
pour plein de choses. Là, quand on parle du climat, on voit que peut-être, par exemple en France, on peut dire que l'été 2022 a fait faire un pas vers l'acceptation de l'hypothèse. Donc on n'est plus maintenant dans le refus, non, ils exagèrent, les gens du climat, etc. Je crois qu'on a fait un pas. Maintenant, l'autre, c'est l'écart entre les comportements et les intentions. Et à cet égard, je dois vous signaler que, par exemple, dans l'Institut Louis Bachelier, qui abrite les chaires de recherche en finance, organise dans son programme FAIR très prochainement un événement sur l'apport des neurosciences pour comprendre le comportement. Là, c'est dans le monde financier. Le comportement, l'évolution des comportements. Mais nous, dans notre groupe de travail, on est d'accord tous pour dire que déjà, il y a l'écrasement de la société avec l'accès à la connaissance, entre guillemets, pour tous, et notamment avec l'IA générative, avec les réseaux sociaux, enfin, vous connaissez ça par cœur. Donc, une décrédibilisation de la parole des experts, des institutions, etc. Et comme en plus on est dans une incertitude, les experts ne peuvent pas dire ça sera comme ça et pas autrement, ils sont en incertitude. Et donc on a de plus en plus des comportements qui seront basés sur les convictions. Et plus que sur la rationalité. Et ça n'a l'air de rien, mais nous, acteurs, on sera confrontés à ça, parce que l'acceptation d'un contrat, l'acceptation des tarifs, etc., c'est pas nous qui tout seuls faisons des produits, mais c'est une dimension des comportements humains, comment on va changer. En climat, c'est comment on va accepter de changer. Mais pour d'autres choses, c'est vraiment comment croire celui qui a la confiance dans l'assureur, tout bêtement, hein, la confiance dans l'institution. Donc ça, ce sont des choses qui ont été dites ce matin à la table ronde, mais qui modifient profondément les métiers. Et nous, acteurs, parce qu'on est dans le risque, qui est une perception... C'est par définition quelque chose qui relève de la conviction, hein. On a beau donner des statistiques, et là, on n'en a plus. Donc, mais c'est un avenir tout à fait passionnant, moi, je trouve. Alors, j'en verrai pas beaucoup de cet avenir, mais compte tenu de mon âge, mais vous qui êtes plus jeune, je trouve que c'est passionnant d'être acteur de ces changements, d'y jouer un rôle positif pour la protection, comme ça a été dit ce matin, pour la protection qui est... le rôle numéro 1 de l'assurance, hein, comme ça a été dit. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre présence. Il y a peut-être d'autres questions ? Vous pouvez venir, peut-être vous laisser manger. Je n'ai pas d'idée de l'heure où on en est. Merci beaucoup. Mais on est là si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas.